Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur, bienvenue à Plus qu'on est réveillé, édition du mercredi 26 juillet 2023, volet médias sociaux, apparition de dernière minute. On a Mélanie, c'est mon chien de garde, qui a été avisée à 6h15 ce matin que j'embarquais. Donc, merci. Merci Mélanie de veiller au grain. On a Sarah, mes chers amis, fidèle au poste. Madame Nathalie, la mystérieuse inconnue sur la voie ferrée. Il faut être ferré avec Nathalie. On a Steve. Bon matin, Steve, sûrement un bon gars, Steve. Ghislaine, bonjour Ghislaine. Une plus mystérieuse, les Ghislaine. Patrick. Les bons Jack, les Patrick d'habitude. Madame Céline. Céline ou Lynn ou c'est Céline? Céline. C'était qui? Céline. C'est qui? Céline. Lynn ou Céline? C'est Céline. Je fais des farces. Aucun malice. Françoise, j'avais un professeur de géographie en 3e année de secondaire. C'était Madame Françoise. Françoise Hébert. Très gentille. Madame Brigitte. Bonjour Brigitte. Céline. Toujours la même Céline? Bonjour Dani. Donc aujourd'hui, tout le monde est en vacances. Je fais cavalier seul à Radio Réveil. Et sur les médias sociaux, le mercredi, je pense que Sam n'est pas là. Personne ne se pèse ses pieds. On va vous parler de différents trucs que j'avais sous la main. Et je vais commencer avec les médecins et les hospices sont aux prises avec une nouvelle loi québécoise obligeant les établissements de soins palliatifs à offrir l'aide médicale à mourir. Donc, ça va dans la lignée hein, de la CAQ. Hein? C'est vraiment... c'est comme si on n'était pas surpris. Écoutez, mesdames, messieurs, c'est important d'offrir à quelqu'un qui souffre la possibilité de mourir, pas d'y donner 1 ou 2 ans de plus avec une certaine qualité de vie. C'est important de lui offrir d'en finir tout de suite. Si on a passé une nouvelle loi et puis il y a des médecins qui sont pas contents, mais nous, on garde le focus. Ouais, c'est comme assez, ça m'a donné un goût amer quand j'ai lu ça. On va le regarder ensemble pendant que je bois mon café Live Good, mesdames, messieurs. Sauvez-vous pas, là, ça mord pas Live Good. Ils font du café organique. Fibre pour la gestion du poids, c'est parfait, ça, c'est bon pour moi. Maca pour clarté mentale et thé vert pour les fonctions cérébrales. Bref, il y a de la culture de champignons là-dedans, il y a de tout. C'est vraiment révolutionnaire comme goût. Moi, je suis tombé en amour avec ces cafés-là. Et je pense qu'il y a des bienfaits à d'autres niveaux. On va vous exempter des détails. OK, les médecins et les hospices sont aux prises avec une nouvelle loi québécoise obligeant les établissements de soins palliatifs à offrir l'aide médicale à mourir. Le médecin québécois Bruno Gagnon, un héros, mesdames, messieurs, se sent évincé de sa longue carrière en soins palliatifs en raison de son objection morale à l'aide médicale à mourir. Lui, il a un problème avec ça, M. Gagnon. Avec des années d'expérience et une passion basée sur la foi pour offrir du réconfort à ceux qui vivent leurs derniers jours,
Le docteur Gagnon dit qu'il a encore beaucoup à offrir sur le terrain, mais se sent gêné dans les circonstances actuelles. Il n'est pas très bien avec la nouvelle loi, le docteur Gagnon. Allons voir de quoi il en retourne. Le 7 juin, le projet de loi 11 est entré en vigueur pour étendre l'aide médicale à mourir dans la province, exigeant notamment que tous les établissements de soins palliatifs offrent l'intervention. Donc, si tu aboutis dans une maison de soins palliatifs, ils vont t'offrir, sans l'ombre d'un doute, l'option de crever tout de suite. Maintenant, a déclaré le docteur Gagnon à Epoch Time, il semble que son choix soit de prendre sa retraite ou d'ouvrir un cabinet privé, ce qui n'est pas idéal. Il s'est senti marginalisé dans la profession pendant quelques années à cause de ses opinions sur l'aide médicale à mourir, a-t-il dit, et c'est maintenant officiel. Le docteur Gagnon a récemment postulé pour travailler dans une installation en croissance, mais on lui a dit que son objection à l'aide médicale à mourir lui avait fait perdre son emploi. Ils ont dit, on n'aime pas ta vision, ton aversion à l'aide médicale à mourir, tu n'auras pas de job. Bien que l'établissement soit tenu d'offrir la procédure, il ne serait pas en mesure de le faire les jours où il était le seul médecin de garde s'il était embauché. Cela créerait des problèmes logistiques. Ce ne sont plus des soins palliatifs, a déclaré Dr Gagnon. Je ne sais pas ce que c'est. Il a donné des exemples. On va approfondir là, cette affaire-là. Il a donné des exemples de patients. Ça a été écrit par des Epoch Times. Donc, ça, c'est sérieux. Pendant que une de mes voisines fait du jogging, elle a disparu derrière les arbres. Il a donné des exemples de patients qui se sont vus offrir l'aide médicale à mourir par ses collègues au lieu d'un traitement qui aurait pu soulager leur souffrance, ce qui, selon lui, devrait être l'objectif des soins palliatifs. En raison de la confidentialité des patients, il ne pouvait pas parler des détails de ces cas. Cependant, il a dit que certains impliquaient des patients souffrant de douleurs chroniques, de délais et de problèmes cardiaques. Ces conditions auraient pu être traitées avant la décision d'aller de l'avant avec l'aide médicale à mourir. Dans un cas, le docteur Gagnon est revenu de vacances et a découvert qu'un collègue avait organisé l'aide médicale à mourir pour l'un de ses patients, des patients de son équipe. Et il est revenu de vacances, puis il y a un des médecins qui avait décidé qu'un des patients de docteur Gagnon, il s'était fait offrir l'aide médicale à mourir. Écoutez ça, là. Il a parlé avec la patiente et son soignant, aidant à résoudre certains problèmes interpersonnels entre eux. Combien qu'ils payent les médecins? Combien sont payés les médecins pour offrir l'aide médicale à mourir? C'est toujours ça la question maintenant. On sait que les médecins, ça marche au cash. Combien ils leur donnent? C'est ça ma question à moi. Il a également traité certains des maux du patient. Le patient a alors choisi de ne pas passer par l'aide médicale à mourir. La pire expérience de sa carrière, et c'est une carrière difficile, dit-il, de travailler avec des personnes en fin de vie, a été de voir la peur ressentie par une patiente de son équipe alors qu'elle se préparait à recevoir l'aide médicale à mourir. Imaginez-vous le traumatisme. Je ne sais pas s'il y en a qui sont bien avec ça, là. C'est un sujet que je ne connais pas vraiment, que je découvre en même temps que la plupart d'entre vous. Nous avons ce que j'appelle une mentalité d'euthanasie. Elle est vieille, elle est malade, elle a plusieurs maladies, il vaut mieux qu'elle soit morte. Qu'est-ce qui se passe pour les médecins qui s'opposent à l'aide médicale à mourir? Georges L'Espérance, neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, appuie la nouvelle loi. Bon, lui est d'accord avec ça. Il dit que les travailleurs en soins palliatifs qui s'opposent à l'aide médicale à mourir peuvent toujours travailler dans des établissements au Québec et c'est seulement l'établissement lui-même qui doit offrir l'aide médicale à mourir. Il est normal qu'il y ait un espace pour les médecins ou les infirmières qui s'opposent à l'aide médicale à mourir, mais ils n'ont pas à limiter les droits des autres citoyens, a-t-il déclaré. Lorsqu'on lui a dit que Dr Gagnon avait été limité dans ses possibilités d'emploi parce qu'il n'offrait pas l'aide médicale à mourir, Dr Gagnon ne veut rien savoir de ça.
Le docteur L'Espérance a dit qu'il ne pouvait pas commenter. Bon, je ne peux pas rien dire, ou je peux pas, j'ai pas le droit, ou j'ai un collègue de médecin qui me check, j'ai pas le droit. Ça va. Il serait important d'avoir tous les faits, a-t-il déclaré. En ce qui concerne les récits du docteur Gagnon, selon lesquels des patients se voient offrir l'aide médicale à mourir au lieu de traitement pour les maux qui les font souffrir, le docteur L'Espérance ne pense pas qu'il représente une expérience courante au Québec. C'est l'un des arguments. Nous entendons toujours parler de cela et c'est faux, a-t-il déclaré. Il a cité des données nationales de 2021 montrant que plus de 80% des personnes qui ont reçu l'aide médicale à mourir avaient reçu des soins palliatifs au préalable. L'autre chose est qu'il y a moins de 10% de personnes au Québec qui meurent qui ont une aide médicale à mourir. Donc, cela signifie que tous les autres ont des soins palliatifs. Allons voir ce que dit Dr Gagnon. Dr Gagnon dit que ces statistiques ne tiennent pas compte de la qualité des soins palliatifs et qu'elles montrent que les 20% restants n'ont jamais reçu de soins palliatifs, ce qui est problématique. La grande majorité des patients meurent sans avoir accès à des soins palliatifs appropriés. Le docteur L'Espérance a qualifié d'hypocrites les établissements du Québec qui se sont opposés à l'aide médicale à mourir parce qu'ils offrent une sédation palliative qui, selon lui, ressemble à une version lente de l'aide médicale à mourir. Un patient parfois mis sous sédation pour éviter de souffrir dans ses derniers jours ou heures. Le docteur Gagnon affirme, je comprends là, que ce n'est pas un sujet joyeux, ce n'est pas le genre de sujet que je vais parler à chaque jour, mais je pense que c'est important qu'on soit initié à ce genre de débat. Parce qu'on peut être confronté à ça, à un moment donné, que ce soit un parent, un proche, nous-mêmes un jour. Le docteur Gagnon affirme cependant que cette caractérisation de la sédation palliative est injuste. La sédation palliative est un traitement extrême pour le contrôle des symptômes qui respecte le processus normal de la mort. L'objectif n'est pas de tuer, mais de soulager, a-t-il déclaré. Lui, docteur Gagnon, il dit rien qui presse de tuer le monde, là. Il a déclaré avoir vu des agents de santé qui soutenaient autrefois l'aide médicale à mourir changer de point de vue après avoir vu le volume de patients subissant la procédure, jusqu'à environ 10 par jour dans un établissement où il travaillait. Les gens veulent vivre jusqu'à la dernière minute, là. Bien que le docteur Gagnon et le docteur L'Espérance aient des opinions opposées sur l'aide médicale à mourir, ils ont tous deux déclaré que la foi spirituelle d'une personne peut avoir un grand impact sur les approches en soins palliatifs et sur sa compréhension de l'aide médicale à mourir. Le docteur Gagnon a déclaré que son opposition à l'aide médicale à mourir n'est toutefois pas principalement confessionnelle. Il ne considère tout simplement pas cela comme faisant partie des soins palliatifs. Il dit qu'il aurait le même point de vue s'il n'était pas un homme de foi. Le docteur L'Espérance a déclaré que de nombreuses raisons de choisir de mourir pourraient être considérées comme valables, y compris ne pas vouloir être un fardeau pour sa famille. Sauf si vous pensez que la vie est quelque chose de sacré par rapport à toute autre chose. Il dit que l'aide médicale à mourir s'est particulièrement implantée au Québec, en partie parce que la province est devenue moins religieuse que de nombreux autres endroits. CBC, donc Radio-Canada anglophone, rapporte que selon docteur, pendant qu'une madame marche avec son chien et avec son cellulaire dans les mains, qu'elle regarde assidûment. CBC rapporte que selon Dr Bureau, président de la Commission québécoise sur les soins de fin de vie, le Québec a enregistré le plus de décès par aide médicale à mourir par habitant que partout ailleurs dans le monde entre avril 21 et mars 22. On est encore les champions. Au Québec, on est toujours les champions. L'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, corrompue, affirme que la dimension spirituelle est une composante essentielle des soins palliatifs, au même titre que les dimensions médicales, psychologiques et sociales. L'OMS, on s'en foutu ce qu'ils pensent. Le docteur Gagnon a déclaré qu'il croyait que les travailleurs en soins palliatifs devraient avoir des valeurs chrétiennes. Les meilleurs médecins et infirmières, s'il a vu
qu'il a vus dans sa carrière sont ceux qui sont motivés par leur foi, a-t-il dit, notant qu'ils servent les patients avec passion et leur offrent un espoir spirituel face à l'au-delà. Les soins palliatifs consistent à être avec un patient et sa famille dans une acceptation respectueuse du mystère du processus de la mort, mais en fin de compte, refuse une partie de notre humanité, a-t-il déclaré. L'hôpital Saint-Raphaël est un établissement catholique de soins palliatifs à Montréal qui est l'un des rares au Québec à ne pas offrir l'aide médicale à mourir jusqu'à présent. La directrice exécutive Olivia Lévesque a déclaré à Epoch Times qu'elle ne savait pas comment Saint-Raphaël gérerait la nouvelle loi. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Nous devons respecter la loi, a-t-elle déclaré. Respecter la loi. Est-ce que vous respectez la loi? Moi, je ne l'ai pas respecté en fin de semaine. J'ai pogné un asti de ticket. 86 d'une zone de 50. Juste avant d'embarquer sur l'autoroute, il était caché dans les buissons. Et là, les deux policiers sont là qui sortent. Puis, ah ouais, tasse, tasse, sacrément. Je dis, ouais, je dis, le gars, il dit, t'as pas vu, ça clignotait, le flasher rouge, là, qui dit, vous allez trop vite. Non. Puis, 86 d'une zone de 50. Ouais, mais ça commence à sentir l'autoroute, ici. Mais il dit, l'autoroute, elle est là, elle n'est pas ici. 275 mesdames et messieurs, pour ne pas respecter la loi, le code de la sécurité routière. Mais le policier était très sympathique, le policier de la SQ. Nous devons respecter la loi, a-t-elle déclaré. Nous analysons actuellement la situation dans toute son ampleur. Saint-Raphaël a formé un comité pour examiner comment l'hospice mettra en œuvre les exigences. Mme Lévesque a déclaré que le calendrier de mise en œuvre n'est pas encore clair. C'est pas clair, on ne sait pas. On sait pas. Elle pense qu'ils auront plusieurs mois. Notre objectif principal est toujours les soins palliatifs. Il continuera toujours d'être d'offrir d'excellents soins palliatifs et de services compatissants. Alors, ceux qui ont le temps d'aller vérifier, peut-être dans la grille des honoraires de la santé publique, pas trop où, là, ben, combien ça rapporte à un médecin d'offrir l'aide médicale à mourir? Parce que les médecins, ça marche au cash. Ça va, tout va bien? Maintenant, le moment est venu de vous parler de changement climatique, de la bullshit du changement climatique. Et une abonnée, Marie-Josée, merci Marie-Josée, j'étais allé fouiller dans mes messages Messenger hier, Daniel Pilon, chroniqueur, Libre Penseur, et une abonnée m'a fait parvenir une vidéo. Elle dit, c'est une vidéo qui date, là. Elle dit, tout le monde devrait regarder ça, tout le monde. Et moi, je l'ai regardé, là, je me suis rendu à la moitié. Et on va écouter ensemble un 5 minutes d'experts qui expliquent que les changements climatiques, c'est de la grosse bouillie pour les chats, les liens qu'ils font avec le CO2. Ils expliquent que depuis des siècles, des millénaires, la température de la planète, elle s'est toujours promenée comme ça. Et même tout de suite après la guerre, qu'il y a eu l'industrialisation en grande quantité, ou qu'il y a eu des émissions de CO2 à ne plus finir, curieusement, la température de la planète s'est mise à descendre. Donc, il n'y a rien qui fait de sens au niveau de leur propagande de changement climatique qu'ils veulent utiliser pour nous contrôler. Et c'est important. Moi, tout ce que je peux faire, c'est dire la vérité, utiliser ma tribune. Le reste, vous en faites ce que vous voulez. Vous achetez ce qu'ils vous disent, vous achetez pas. Moi, j'achète pas ça. Et on va aller écouter à l'instant même 5 minutes. Je vais mettre le son pour le besoin des gens à la radio. Présenter, partager l'écran. Je me vais dans une zone dangereuse. Partager l'écran. On agrandit ça. Moi, je ferme mon micro, puis je fais play. On écoute un 5-6 minutes.
Vous allez comprendre. On écoute 5-6 minutes, puis après ça, vous irez l'écouter, cette vidéo-là. Ça s'appelle « Réchauffement climatique, une escroquerie ». Ça date d'à peu près 20 ans. Il y a même des visages qui parlent qu'on connaît. Je me demande s'il n'y en a pas un qui n'ont pas acheté en chemin et qui est devenu un conseiller à Schwab, là. Mais peu importe. Je ferme mon micro et on s'en va écouter ça tout de suite. Puis moi, je vais me faire petit. Le réchauffement planétaire provoqué par l'homme n'est plus une simple théorie sur le climat. C'est devenu l'une des causes politiques et morales emblématiques de notre époque. Pour ses défenseurs, le temps des débats est révolu. Toute critique, même la plus rigoureuse scientifiquement, serait illégitime, voire dangereuse. Pourtant, dans ce film, nous allons montrer que les températures actuelles n'ont rien d'extraordinaire, que le climat de la Terre a toujours changé et qu'aucune preuve scientifique ne démontre que le climat est déterminé par le dioxyde de carbone, généré ou non par l'homme. Partout, on vous répète sans le moindre doute que le changement climatique est le fait de l'homme. C'est un mensonge. Quand on me dit « je ne crois pas au réchauffement planétaire », je réponds « moi si, mais je ne crois pas que le CO2 produit par les hommes en soit la seule cause ». Si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais dit c'est le CO2. Pourquoi? Parce que, comme tout le monde, j'écoutais ce que disaient les médias. Les nouvelles du réchauffement planétaire provoqué par l'homme dont les médias nous inondent semblent chaque jour plus extraordinairement apocalyptiques. Et malgré tout, un certain nombre d'éminents spécialistes du climat affirment aujourd'hui que cette théorie n'a tout simplement aucun sens. Il y a eu des périodes dans l'histoire de la Terre lors desquelles la quantité de CO2 était 3 fois plus élevée qu'aujourd'hui, 10 fois plus élevée même. Si le CO2 avait un effet aussi capital sur le climat, ça apparaîtrait sur la courbe des températures. Si on analyse le climat à l'échelle géologique, on n'accordera jamais au CO2 une influence aussi importante. Aucun changement climatique majeur de ce dernier millénaire peut s'expliquer par le CO2. On ne peut pas dire que le CO2 est à l'origine des variations climatiques, il ne l'a jamais été. J'ai souvent entendu dire qu'il y avait un consensus de milliers de scientifiques sur la question du réchauffement planétaire, selon lequel les hommes seraient en train de causer un changement catastrophique du système climatique. Eh bien, moi, en tant que scientifique, je pense que c'est faux. Le réchauffement climatique provoqué par l'homme n'est pas une théorie scientifique ordinaire. Elle est soutenue par un organisme politique puissant de l'ONU, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le GIEC, comme tout autre organisme de l'ONU, est politique. Les conclusions de ces rapports sont influencées par la politique. Prétendre que le GIEC rassemble les 1500 ou 2500 meilleurs scientifiques du monde est faux. Il suffit de regarder les biographies de ses membres. Tous ne sont pas scientifiques. Pour faire monter le nombre à 2500, ils ont dû faire appel à des réviseurs, à des fonctionnaires, etc., à tout ce qui leur passait sous la main. Et ils n'ont demandé l'accord de personne. Beaucoup, d'ailleurs, ne sont pas d'accord. Je connais un certain nombre de personnes, de vrais spécialistes, qui, n'étant pas d'accord avec la polémique, ont démissionné et qui, malgré tout, sont restés dans la liste des auteurs et sont entrés parmi les fameux 2500 meilleurs scientifiques du monde. Voici l'histoire d'une théorie sur le climat qui s'est transformée en idéologie politique. Je n'ai plus envie de parler de mouvement écologiste parce que c'est devenu un mouvement d'activisme politique très influent sur le plan international. Voici comment tout un domaine de la science a été dénaturé. Les scientifiques du climat ont besoin qu'il y ait un problème s'ils veulent qu'on finance leurs travaux. Nous avons tout intérêt à provoquer la panique pour que de l'argent soit investi dans les sciences du climat. La chose à ne surtout jamais dire, c'est peut-être qu'il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui nous fait supposer que le dioxyde de carbone est responsable des changements climatiques? Le CO2 ne représente qu'une infime partie de l'atmosphère de la Terre. En fait, les variations de son niveau dans l'atmosphère ne se mesurent qu'en dizaines de parties par million.
Le pourcentage que représente le CO2 dans l'atmosphère par rapport aux autres gaz, à l'oxygène, l'azote, l'argon, etc., est de 0,054%. C'est une part incroyablement faible. Et quand vous vous intéressez à la part soi-disant ajoutée par l'homme, qui est le point de convergence de toutes nos inquiétudes, elle est encore plus faible. L'effet de serre n'est qu'une composante du système climatique de la Terre. Et le CO2 est un gaz à effet de serre relativement mineur. L'atmosphère se compose Allô, là, tout va bien? Donc, le fameux groupe, là, qui est, ça semble être un bébé de l'ONU, qui, à l'époque, là, ça fait peut-être 20 ans, ce documentaire-là. Et il y avait 2500 personnes, mais ils ont mis n'importe qui là-dedans. Là. Il y avait des fonctionnaires, il y avait des archivistes, il y avait n'importe qui là-dedans. Et comme il disait, c'est devenu tout simplement politique. Et ces gens-là qui travaillent à analyser les changements climatiques, évidemment, ils ont besoin de subventions. Il n'y a pas une entreprise privée qui va mettre une scène là-dedans. Donc, il faut qu'il y ait un problème. Comprenez-vous ça? Est-ce que vous saisissez ça? Si tu travailles, si tu es un scientifique spécialiste dans le climat et que tu veux des subventions, si tu dis tout va bien, j'analyse le climat, mais il n'y a pas de problème ces années-ci, les décennies passées, les siècles passés. La Terre, depuis toujours, la température se promène et change au gré des siècles. Et comme il disait très bien dans la vidéo, ben, dans l'après-guerre, il aurait dû avoir un réchauffement climatique parce qu'il y a eu des émissions de CO2 à l'os. Mais c'est le contraire qui est arrivé. De 1940 à 1965, la Terre a refroidissait. Donc, il n'y a rien qui tient la route. Et on essaie de faire des liens entre le CO2 et la température. Il n'y a aucun rapport. Mais je vous invite à écouter la vidéo au complet. On a vu le graphique là, sur 10 000 ans. Et il y a des hauts et des bas à travers les siècles, les millénaires. Et puis là, ben, on se sert de ça et on fait peur au monde. Je suis assez écœuré de me faire bourrer. Vous n'avez même pas idée. Je fais mon tough là, au micro, là, mais je suis écœuré de me faire bourrer. Je suis comme plus capable. Bonjour, changement climatique très important. Et nous, à Forum de Davos, nous allons intégrer les comportements éco-responsables avec futur pass sanitaire mondial qui va nous permettre de contrôler toute population et d'envoyer tout le monde dans Smart Cities parce que personne ne sera capable de payer son maison avec taux d'intérêt qui vont monter à 1000% parce qu'on veut descendre l'inflation. Allez-vous-en, M. Schwab, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, mesdames et messieurs. Rien de moins. Donc, j'espère que vous allez être initiés, que vous avez saisi l'essence. On se sert de ça pour augmenter le contrôle. Et pendant ce temps-là, ben, les pays font des tests avec une nouvelle monnaie. Je pense, je ne sais plus il y a combien de pays, là, je pense qu'il y en a une centaine qui sont en train de tester la future monnaie numérique, là où on va vous contrôler, mesdames, messieurs, complètement. Mes chers amis canadiens et canadiennes, les Canadiens et Canadiennes pourront profiter bientôt d'une monnaie numérique pour pouvoir transiger en toute sécurité, sans contact, sans billet, sans propagation de virus. Et c'est important pour les Canadiens et Canadiennes d'être vaccinés et d'avoir un passeport sanitaire et un passeport vert. Le tout sera intégré dans le même téléphone. Arrêtez, je suis plus capable.
suis plus capable d'arrêter. Bonjour, ici Guillaume Lepage. Certaines personnes disent que je vais recevoir Didier Raoult à la fin septembre ou au mois d'octobre parce que les complotistes le font venir au Québec. Il n'est pas question que je reçoive Didier Raoult. Tout le monde en parle. Bonjour, ici Anne-Marie Dussault de Radio-Canada. Les complotistes nient avec véhémence les changements climatiques qui sont pourtant d'une évidence et nous devrions tous les ignorer totalement. Qu'en pense M. Plamondon? Bah, moi, je m'en vais déjeuner là, dans un café branché là, dans Outremont, ça rue Laurier. Là. Il n'y a rien à cirer, là, vos affaires, là, changement climatique, là, je suis millionnaire, là, je ne peux rien savoir. Merci, M. Plamondon. L'Agence de la santé publique, mesdames, messieurs, du Canada prévoit un budget de 18 millions de dollars pour le programme de passeport pour les vaccins contre la COVID jusqu'en 2025. Comment ça qu'il y a des budgets pour les passeports dans l'Agence de santé publique? L'Agence de la santé publique du Canada, moi, on ne peut pas rien faire, le gouvernement, on ne peut rien faire, c'est la loi, le gouvernement, qu'on fasse, je travaille, ma paye, mon fonds de pension, qu'on fasse. A prévu des millions de dollars pour un programme de passeport vaccinal jusqu'à l'exercice 2024-2025 avec une note du ministère de la Santé indiquant que le financement était nécessaire pour soutenir les mesures fédérales de santé publique aux besoins à l'avenir. Le résultat attendu serait que les Canadiens aient un accès continu aux justificatifs canadiens de preuve de vaccination contre la COVID pour faciliter la mobilité dans le contexte de voyages internationaux. Oh, je me rassure d'être Canadien, moi. Y compris pour les preuves continues des exigences de vaccination aux frontières internationales, indique la note de service du 23 mars, telle que rapportée pour la première fois par Black Locks Reporter. Selon la note de service, là, l'Agence de santé publique a prévu un budget de 17,6 millions de dollars sur 3 ans à compter de 2022-2023 pour maintenir la preuve canadienne de la preuve de vaccination contre la COVID-19. Il a déclaré que le financement permettrait à l'Agence de fournir une preuve continue de la politique de vaccination et du soutien au programme aux provinces et territoires, ainsi que d'offrir un soutien pour lutter contre les preuves frauduleuses de vaccination. Écoutez-moi bien, ça ne m'intéresse pas, votre passeport, c'est clair. Offrez-le à ceux qui vont le gouvernement. J'écoute le gouvernement. Facultatif. Pas de passeport, droit de voyager, droit de circuler, droit de vivre, droit de liberté, droit de manifester, droit de respirer, droit de profiter de la vie à 100 000 à l'heure. Bon, oui, je peux prouver que pas COVID, pas COVID, on s'en calisse. C'est clair. On s'en calisse. Je m'excuse, madame, monsieur. Je suis dû pour des vacances. Je suis vraiment, vraiment dû pour des vacances. Je suis désolé. Qu'est-ce que je disais? Il a été publié après que le gouvernement fédéral a supprimé toutes les restrictions d'entrée liées à la COVID, ainsi que les exigences de preuve de vaccination, de tests de quarantaine et d'isolement pour toute personne entrant au Canada à compter du 1er octobre 2022. De plus, à compter de 20 juin 2022, les ordonnances fédérales exigeant que les voyageurs et les équipages embarquant ou travaillant dans des avions et les trains présentant une preuve de vaccination ont expiré, tout comme un mandat de vaccination pour les employés fédéraux a expiré le 20 juin 2022. Ah, l'auditoire vient de descendre drastiquement, donc quelqu'un a-t-il signalé ma vidéo sur Facebook? Probablement des trolls.
Oui, il y a juste des gens de YouTube maintenant. Tout va bien. Alors que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 5 mai 23 la fin de l'urgence mondiale de santé publique, l'exécutif du gouvernement canadien, un magazine destiné aux gestionnaires fédéraux, a écrit dans un commentaire de 2021 que les passeports vaccinaux devraient être maintenus même après la fin de la pandémie. Après analyse rigoureuse de la question des certificats d'immunité, cet article conclut à la nécessité des certificats d'immunité au Canada en tant que catalyseur clé pour la réouverture en toute sécurité de la société et de l'économie dans un monde post-COVID, a déclaré le commentaire intitulé COVID-19. Les certificats d'immunité passeport comme le problème intergouvernemental au Canada. Le magazine a déclaré que les Canadiens étaient divisés sur la question du maintien des passeports vaccinaux après la fin de la pandémie et a noté que les États américains de Floride, de Texas et de l'Arizona, entre autres, avaient soit interdit, soit empêché leur utilisation obligatoire. Donc, Floride, Texas et Arizona. Le 21 octobre 21, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré aux journalistes qu'une preuve normalisée de vaccination était conçue comme une commodité. Vous pouvez le télécharger sur votre téléphone, a-t-il déclaré, notant qu'il s'agit d'une norme nationale pour une preuve de vaccination, pour une preuve de certificat de vaccination qui sera délivrée pour chaque province et territoire afin que les gens puissent voyager à l'intérieur du pays, mais surtout à l'étranger. La plateforme de campagne électorale du Parti libéral de 2021, Forward for Everyone, a préconisé la promulgation d'une loi pour garantir que chaque entreprise et organisation qui décide d'exiger une preuve de vaccination des employés et des clients puisse le faire sans crainte de contestation judiciaire. Aucune législation n'a jamais été introduite. Aïe, aïe, aïe. Bon, il semblerait qu'il y aurait eu un problème technique et les gens sur Facebook ont disparu. Moi, j'ai une autre chose à vous présenter, mesdames, messieurs. À l'instant même, j'ai parlé depuis la fin mai du réseau LiveGood. Et le réseau LiveGood, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est en croissance. Ils ont atteint 500 000 membres au début juillet, autour du 10 juillet. Et je vais vous montrer mes prédictions que j'ai faites selon des scénarios pessimistes, extrêmement pessimistes, réalistes, pessimistes et réalistes, pour vous montrer à quel point ce réseau-là est appelé à avoir des millions et des millions de personnes. Et ce qui fait que c'est un bon temps pour embarquer. Pour avoir des produits santé pas chers, comme un café organique. Ou encore Super Red pour le système cardiovasculaire, la circulation sanguine, santé sexuelle, cerveau et fonctions cognitives, etc., etc. Et je vais vous présenter juste un échantillon, juste 2 minutes. Et le lien pour s'inscrire à LiveGood est dans la description. Et parce que c'est encore un bon temps, au moment où je fais la vidéo, on est à la fin juillet, il y a 500 quelques mille membres, et ça va monter à plusieurs millions. Donc, c'est évident que quiconque veut bénéficier du fait d'avoir embarqué tôt et les revenus que ça génère parce qu'il y a d'autres gens qui vont embarquer après vous, après vous, après vous, ça va grossir l'arbre en dessous de vous. Vous n'avez rien à faire. Si vous voulez recruter, vous recrutez, ça va juste être plus payant plus tard. Mais je vais vous montrer pareil mes prévisions. Donc, on y va ici, partager l'écran. Donc, on regarde ici. Très pessimiste. J'avais prévu, quand j'ai embarqué fin mai, on était 350 000. J'ai dit 30% en juin, ils ont dépassé ça. Fin juillet, 470 000 sont déjà à 500 quelques mille. Donc, c'est un scénario. Et là, après ça, à partir de septembre, j'ai mis 10% de hausse. Après ça, 5, 6.
Je suis allé avec des pourcentages mensuels raisonnables pour ce genre de réseau. Et ça, c'est très pessimiste. J'arrivais à 6,8 millions de membres en 2028. Donc, ça vous donne une idée comment ça va grossir. Le pessimiste, parce qu'on vient de voir l'extrême pessimiste, lui, ben, c'est la même chose. Fin juillet, on dit 500 000 personnes. On va finir à 550 000. Donc, lui ici, j'ai mis des pourcentages à gauche très raisonnables. Et ça nous amène à 12,5 millions de personnes. Réaliste pessimiste, on parle de hausse de 30, 15%. 30%, c'est fait, là. Donc, fin août à 600 000. Fin juillet, 523 000. On va dépasser ça. Mais mettons, c'est mon scénario préféré, là. Mettons, quand j'ai fait les chiffres, mettons que j'aurais été un petit peu optimiste. C'est que mon réaliste pessimiste, mettons qu'il est réaliste. Ben, on se ramasse à la fin 2028 à 28 millions de membres. Ça veut dire qu'à 500 000 membres, il va doubler plusieurs fois. C'est que vous imaginez dans vos paliers, si on est 500 000, combien de fois ça va doubler? Ben, votre arbre va peut-être être plus productif que la croissance mondiale. Ça dépend toujours. Je veux juste vous montrer à quel point. Regardez mon scénario réaliste. Fin juillet, j'avais 537 000. Ça va être à peu près ça. Donc, j'étais dessus. Ça, j'ai fait ça là, au début juin. Fin de l'année, 1,1 million. Ça va être à peu près ça. Le président parle de ça. Et puis là, après ça, ben, le reste, c'est des projections. C'est que je voulais juste vous montrer à quel point que le potentiel est intéressant d'embarquer dans Livegood et on achète des produits santé avec ça. Et ça, je fais disparaître l'écran. Bon, ben, on a fini en toute intimité, sans les gens de Facebook. J'espère que vous avez apprécié. Likez-moi ça et partagez en grand nombre. Et le lien pour s'inscrire à Livegood est dans la description. Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur. Bonne journée à tous.